Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'amour improbable, celle d'Elon Musk, figure emblématique de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat, et de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Alors le premier a injecté 100 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, il a arpenté les estrades de ses meetings et aujourd'hui, il est nommé par le nouveau président des États-Unis pour prendre la tête du futur ministère américain de l'efficacité gouvernementale. Alors déjà, on essaiera de faire on essaiera d'y voir clair, hein. Non, ça va pas. Alors, depuis quand Elon Musk et Donald Trump préparent ce mariage de raison? Jusqu'où cette association sert des intérêts économiques mutuels? Et quelles sont les conséquences sur le plan américain, mais aussi international? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec notre invité. Le numérique pour tous spécial élection américaine, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui avec nous monsieur Fabrice Eppelboin. Fabrice, bonjour, vous êtes serial entrepreneur, enseignant à Sciences Po et familier du numérique pour tous. Bonjour. Alors Fabrice, d'abord, avant de commencer, j'aimerais qu'on déblaye un petit peu le vrai du faux. Est-ce que l'accession de Elon Musk au pouvoir était prévisible ? Alors c'est pas facile de démêler le vrai du faux parce que l'essentiel des informations données par la presse, aussi bien américaine que française, à propos d'Elon Musk, relève du bashing et très souvent de la fake news parce que on s'est laissé emporter. On avait un Donald Trump qui était censé être Hitler et donc Elon Musk n'était pas très loin. Tout ça a donné un déferlement de haine vis-à-vis des deux, qui le rendent bien. Hein, ils sont pas en reste question haine. Mais tout ce qu'on a entendu cette semaine, tout ce qu'on a entendu est totalement faux. Ça n'est pas un ministère, il n'est pas ministre, c'est totalement de la fake news. Donc il n'accède pas réellement au pouvoir, il accède à une espèce d'agence qui n'est pas gouvernementale, dont on connaît même pas les financements, qui ne lui posera aucune contrainte, notamment en matière de transparence de son propre patrimoine et surtout de son comparse, hein, qui est beaucoup moins transparent que lui. Et on a 2 milliardaires, enfin l'autre. Son comparse vivait avec, dont j'ai oublié le nom, et un gros millionnaire plus qu'un petit milliardaire, on va dire. Et puis on a le plus gros milliardaire de la planète, Elon Musk, qui se met dans quelque chose qui ressemble plus à un think tank libertarien, qui va passer son temps à dénoncer les gabegies financières de l'administration américaine. Il n'y a aucune raison qu'il n'en ait pas. Ils doivent en avoir tout comme nous, probablement pas autant que nous, mais quand même. Ils ont commencé d'ailleurs dès le premier jour de cette nomination avec un compte Twitter qui pointe du doigt des gabegies absurdes dans l'administration américaine. De là à ce qu'ils arrivent à leur objectif qui est quand même de réduire d'1 tiers les dépenses de l'État américain, c'est complètement fantaisiste. Mais toujours est-il qu'ils vont passer leur temps à troller l'administration américaine en dénonçant ses déboires. Bon, Fabrice, j'aimerais qu'on commence par le début de l'histoire et j'ai envie de vous demander, est-ce que le rachat du réseau Twitter X il y a maintenant en 2022 était un peu annonciateur en fait de ce mariage de raison entre Donald Trump et Elon Musk? Oui, probablement. L'une des raisons qui a poussé Elon Musk à racheter Twitter, c'est son amour pour la liberté d'expression, le premier amendement. Et très clairement, il a été violé sur Twitter, sur Facebook, sur l'ensemble des réseaux sociaux durant la fin de la mandature du premier mandat de Donald Trump et durant le mandat de Joe Biden. Donc il y a eu une atteinte à la liberté d'expression des Américains et du reste du monde, mais ça les Américains s'en foutent un peu. Et ça a poussé Elon Musk à racheter Twitter pour se faire le chevalier de la liberté d'expression. Il se trouve qu'aux États-Unis, tout comme en France du reste, c'est quelque chose de droite. Donc il s'est rallié à la droite américaine, les républicains. Ensuite, l'autre élément qui a profondément bouleversé Elon Musk et qui l'a rapproché du camp républicain, c'est la transition de genre de l'un de ses fils, qui est devenu donc une femme. Et ça s'est fait dans un climat de on va dire wokisme et cancel culture qui fait que il s'est nécessairement vu rejeté dans le camp des méchants et des républicains. Du simple fait de ne pas être en accord avec cette transition, ça l'a mécaniquement poussé dans ce camp. Donc il n'avait vraiment pas d'autre choix en termes d'engagement politique. Et puis psychologiquement, il était suffisamment atteint dans ce qu'il est de plus intime pour basculer et s'engager dans une campagne, alors que les 2 précédentes campagnes s'étaient engagées du côté des démocrates. Alors Fabrice, vous qui êtes un fin observateur des réseaux sociaux, on a quand même le sentiment, et ça devient une
une vraie réalité aujourd'hui, que les réseaux sociaux, plus que les médias traditionnels, contribuent à influencer l'opinion publique. Et c'est ce qui s'est passé durant les élections américaines. C'est quoi les mécaniques qui sont activées justement pour influencer et orienter la pensée des gens? On parle beaucoup de polarisation aujourd'hui de l'information, mais expliquez-nous concrètement ce qui se passe pour qu'on en arrive à ce résultat. La première mécanique, c'est l'effondrement de la crédibilité des médias traditionnels. Aux États-Unis, vous avez un Américain sur 4 qui croit que ce que rapportent les médias traditionnels est la vérité. En France, c'est à peine plus. Et la France et les États-Unis sont les pays qui sont les plus bas dans les classements mondiaux établis par Reuters de confiance de la population envers la presse traditionnelle. Pourquoi Mais pourquoi ? Il y a une dimension très localisée. En Allemagne, c'est le double. La moitié des Allemands font confiance à la presse. En Norvège, c'est le triple. Donc c'est très localisé d'un pays à l'autre. Mais il se trouve que la France et les États-Unis, qui sont quand même les deux seules démocraties qui ont des visées universalistes, ont la presse la moins crédible vis-à-vis des... Alors pourquoi on croit les réseaux sociaux justement et on croit moins cette presse traditionnelle ? On ne croit pas plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent au contraire de voir à quel point la presse n'est pas fiable. On trouve dans les réseaux sociaux une multitude d'informations qui donnent toutes les raisons du monde de douter dans la version et dans le narratif donné par la presse mainstream. Donc, du coup, les réseaux sociaux contribuent à cet effondrement de confiance. C'est pas tant qu'ils ont plus de crédibilité que le reste, c'est qu'on va y trouver d'autres narratifs et souvent des narratifs qui, eux, sont basés sur des faits, là où dans la presse, pas nécessairement. Et la presse essaye de maintenir un narratif qui consiste à dire nous on dit la vérité, les réseaux sociaux c'est des fake news. Le problème c'est que au fur et à mesure des scandales qui sont démantelés et cachés par la presse, la réalité, c'est que tous les chats sont gris la nuit et que... Alors, je vais reposer ma question. Dans cette campagne de communication qui a eu lieu sur les réseaux sociaux et qui a peut-être contribué à cette élection, quels ont été les grands éléments ou les grandes étapes ou les ingrédients même, j'aimerais dire, que vous parlez des fake news, qui ont peut-être orienté la pensée de l'opinion publique? Pour l'opinion publique qui était déjà relativement à droite, je pense qu'il y a un scandale de censure qui n'a pas fait beaucoup d'écho dans la presse traditionnelle, curieusement, qui s'appelle les Twitter Files, qui a été... Rappelez-nous un peu le les contenu Twitter de ce scandale. Files, ça date d'il y a 2 ans, au moment où Elon Musk rachète Twitter, il ouvre les archives et il confie les archives à une demi-douzaine de journalistes pour raconter ce qui s'était passé avant sa prise de contrôle de Twitter. Et ces journalistes, il y a des journalistes, des historiens, racontent d'abord une collusion entre le FBI et Twitter, et on s'apercevra par la suite à des déclarations de Mark Zuckerberg qui l'ont été de même sur Facebook, le FBI donnant des listes de soi-disant bots russes qui s'avéraient être des opposants républicains à éliminer. Et il y a eu une véritable hécatombe de comptes de républicains qui ont été éliminés au prétexte que c'était des bots russes. Et puis, notamment durant la période Covid, une censure à la hache au prétexte de conspirationnisme de gens qui étaient juste des opposants politiques et qui pensaient que la politique de Fauci n'était pas celle à mener. Et donc, on a eu une espèce d'emballement des systèmes de censure en violation avec le premier amendement, c'est qu'aux États-Unis, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Qui a convaincu un nombre conséquent d'Américains que les fondamentaux de la démocratie étaient en danger. Et les fondamentaux étant le premier amendement, c'est pas rien. On mesure pas en France à quel point les Américains sont accrochés à leur liberté d'expression. On peut même le rappeler, ce premier amendement, je pense que c'est important. C'est tout simplement le droit à la liberté d'expression et le droit, surtout le fait que les autorités n'ont pas le droit d'interférer dans votre liberté d'expression. C'est-à-dire qu'autant tant qu'on était dans l'hypothèse où Twitter ou Facebook attentait à votre liberté d'expression, c'est une entreprise privée, c'est leur droit, c'est leur condition générale d'utilisation. Quand c'est le FBI qui fait pression sur Twitter, c'est une toute autre affaire. Et là, c'est un casus belli. Alors, Fabrice, on va en venir à la dimension économique et aux impacts de cette élection. Quels ont été les impacts immédiats de la victoire de Donald Trump sur les marchés financiers mondiaux? Il y a même eu une explosion dans le domaine des cryptos. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, les cryptos ont explosé. Le Bitcoin a pris quelque chose comme 50%. Il faut savoir que dans le programme de Donald Trump, il y a l'idée de faire une réserve en Bitcoin, une réserve stratégique, au même titre qu'ils ont des réserves d'or et qu'ils font des réserves de devises étrangères. Ils ont probablement une réserve en euros, je sais pas. Mais toujours est-il que désormais, ils vont avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc ça consacre le Bitcoin comme monnaie. En France, on en est encore à des discussions de bistrot à côté desquels Pascal Pro fait figure d'intellectuel dès qu'on parle du Bitcoin à la télé. Là, le Bitcoin est consacré comme monnaie. Fin de l'histoire. Il va falloir que les journalistes français apprennent à ce que c'est et commencent à arrêter également les fake news en matière de Bitcoin.
Pour vous, ça va avoir un impact sur la scène internationale considérable. Ça va être un effet d'aspirateur de toute l'innovation européenne qui va se précipiter vers les États-Unis ou être subventionné par le crédit impôt recherche en France. Ça se trouve, ça va continuer un peu comme ça. Bon, toujours est-il que l'Europe n'est pas une terre d'innovation pour les crypto-monnaies. C'est consacré, la loi est passée. On ne reviendra pas en arrière. Et donc, les innovateurs vont fuir comme des moineaux, ou en tout cas leurs entreprises. Ils resteront peut-être habités en Europe, c'est quand même sympathique comme endroit, mais l'innovation va fuir. Fabrice, vous parlez d'innovation, donc je vous propose de marquer une courte pause avant justement de parler de l'innovation avec ce mania qui est Elon Musk. Le numérique pour tous, spécial élection américaine, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale élection américaine, on va parler justement de l'économie et de l'impact et peut-être même des conflits d'intérêts de la présence d'Elon Musk au gouvernement. Alors Fabrice, on le sait, Elon Musk est propriétaire d'entreprises comme Tesla, comme Neuralink qui permet d'implanter des puces dans le cerveau. Il a aussi la possibilité d'envoyer des fusées sur Mars. Il n'y a pas un peu un conflit d'intérêts, on va dire, d'avoir une personnalité de ce type pas à la tête, mais dans un gouvernement? Oui, bien sûr. Il y a un énorme conflit d'intérêts. Après, il faut relativiser les choses. La plupart des gouvernements de la planète sont dans ce type de conflit d'intérêts. Nous, les premiers, on a un conflit d'intérêts à la tête de l'État tout à fait similaire, sauf que c'est avec des armateurs, pas avec des transporteurs. Pourquoi vous dites ça? Si vous regardez l'affaire Alexis Kohler, on est exactement dans ce type de conflit d'intérêts. Si vous regardez la façon dont le port de Beyrouth a été reconstruit à travers CMA CGM et MSC, on est exactement dans ce type de conflit d'intérêts. Alors on va revenir aux États-Unis. Moi j'ai envie de vous demander, de manière positive, c'est quelque part bénéfique d'avoir peut-être de favoriser, d'encourager des facilités en termes d'infrastructures sur une entreprise comme Tesla. On va peut-être avoir des routes plus adaptées aux véhicules autonomes et puis on va faciliter aussi la possibilité d'avoir des fusées qui vont dans l'espace. Oui, puis on va avoir moins de taxes, des subventions. De toute façon, le programme spatial européen, aujourd'hui, il est dans américain, il est dans les mains de SpaceX. Européen en partie aussi, malheureusement. Mais c'est une logique tout à fait libertarienne. On va privatiser de plus en plus de choses. Elon Musk a montré que privatiser l'exploration spatiale, c'était pas une bête idée. Elon Musk a montré que effectivement la transition écologique, il avait fait ses preuves, malgré tout. C'est grâce à lui qu'on est passé à la voiture électrique au niveau industriel, pas juste expérimental. La seule alternative étant les Chinois, finalement des Américains, fussent-ils d'extrême droite, c'est pas si mal. Donc on se retrouve, nous, Européens, dans une situation qui est effectivement catastrophique. Absolument. Mais alors là, vous soulevez un paradoxe, vous parlez d'écologie, mais effectivement, on sait que quand même des véhicules électriques, même si en termes d'impact de CO2 vont dans le sens de l'histoire, tout ça consomme des matériaux rares. C'est pas la solution miracle, bien sûr. On va aller vers une tech société. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée là-dessus, d'après vous, pour avoir quand même une approche un peu green de toute cette exploitation technologique? Dans l'environnement Trump, Elon Musk est le seul à avoir une sensibilité écolo. Tous les autres sont, au mieux, ils en ont absolument rien à faire. Au pire, ils sont climato-sceptiques. Et notamment son compare, son binôme, dans ce que tout le monde a pris pour un ministère qui n'en est pas un, est très clairement un climato-sceptique. Enfin, pas un climato-sceptique qui nie la réalité scientifique. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans la biopharma, qui est tout à fait au courant de la science. Juste, il préfère de loin utiliser des énergies carbone là maintenant pour assurer la croissance plutôt que de se soucier de l'avenir. Donc c'est pas un climato-sceptique qui ne croit pas que l'homme a atterri sur la Lune. C'est des gens qui sont parfaitement intelligents et parfaitement cyniques. Mais Elon Musk est le seul à avoir une volonté de faire une transition écologique, à être un partisan des accords de Paris. Les autres s'en foutent totalement. Fabrice, on va parler maintenant géopolitique. Maintenant que le numérique n'est pas étanche aux frontières, on va dire, tout ce qui se passe aux États-Unis risque d'avoir des résurgences chez nous. Le top 3 des conséquences à court terme, quelles sont? La première conséquence qui risque d'être la plus visible de la population, c'est que J.D. Vance, donc le nouveau vice-président des États-Unis, a annoncé que si l'Europe régulait Twitter, les États-Unis se retiraient de l'OTAN. Ça faisait partie des petits clips de campagne. Celui-là a été pondu il y a 2 mois, donc il est tout frais. C'est assez radical quand même. C'est extrêmement radical, mais très clairement, les États-Unis considèrent que on est une colonie, il faut regarder les choses en face, et comme toutes les colonies, ils vont nous imposer la démocratie, mais comme on est quand même beaucoup plus civilisé que les autres colonies, on va avoir droit à une importation de la démocratie américaine, non pas avec des bombes, comme c'est d'usage courant, notamment dans le monde arabe, mais avec
avec le premier amendement et Twitter. Concrètement, dans notre c'est à quotidien, peu près la même chose qu'un bombardement. Dans notre quotidien, on va avoir droit au premier amendement, c'est-à-dire à une liberté d'expression absolue, presque, dans notre quotidien, et avec des autorités françaises. Maintenant que le DSA a délocalisé au niveau des nations la gestion de la censure, appelons ça comme ça, il va y avoir une pression faite individuellement de la part du gouvernement américain sur toutes les autorités de censure, c'est-à-dire tous les gouvernements d'Europe. Certains vont se plier, certains vont jouer les fiers à bras. Thierry Breton a peut-être un avenir à revenir dans un gouvernement français pour jouer les fiers à bras et à nouveau se faire humilier par Elon Musk. On ne sait pas, ou peut-être rester tranquillement. Vous êtes bien cynique aujourd'hui, Fabrice. Il y a de quoi, vous avouerez. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième ? Le deuxième impact, c'est qu'on a déjà décroché depuis 10 ans, en termes de PIB par habitant du continent américain, on a bien décroché de l'ordre d'un tiers. Rien que dans la semaine passée, on a à nouveau décroché entre les indicateurs boursiers américains qui ont pris de l'ordre de 10, 15, 20% pour certains, et les indicateurs français qui sont en berne. LVMH, c'était... Vous y voyez une corrélation ? Très clairement. Le monde de la finance considère que l'avenir est du côté des États-Unis et n'est plus du côté des Européens. C'est terminé. Donc l'Europe n'étant pas vraiment en mesure de se redresser, vu qu'elle n'est pas vraiment capable de parler d'une voix claire, tout le monde va vers les États-Unis. C'est logique. L'innovation va aller du côté des États-Unis. Encore une fois, on va peut-être en conserver un petit bout en France en la subventionnant, mais on n'ira pas plus loin. Troisième impact ? Le troisième impact, il va être dans nos médias. C'est qu'on a très peu de temps pour commencer à arrêter de faire du bashing et à regarder les choses en face et commencer à expliquer aux gens que le libertarianisme, ça n'est pas du fascisme, c'est deux choses totalement distinctes, et qu'il s'agirait de comprendre les choses pour essayer de comprendre ce qui va nous arriver. Parce que de la même façon qu'on a été colonisé par un certain type américain qui a radicalement transformé nos façons de penser, cette Amérique change de façon radicale. Trump n'était pas une parenthèse, il est là pour rester, les idées qu'il porte sont là pour rester, et donc, de facto, en tant que colonisé, on va devoir faire avec. Et il est important de les comprendre, pas de les approuver. Personne ne vous demande d'aimer Trump ou d'aimer Elon Musk, mais de comprendre ce qu'ils disent, plutôt que de rester sur une espèce de bashing permanent, parce que si on continue à les traiter de fachos sans aller plus loin dans l'analyse, on va au-devant de déconvenues gigantesques pour nos médias. Fabrice, si on en revient à la mission qui est de couper les coûts, on va dire, au niveau du gouvernement, c'est la véritable mission pour vous ? C'est quoi l'ambition derrière tout ça ? Il n'y a pas de réelle mission. Musk a autre chose à faire. Il a des fusées à lancer, des voitures à construire. Sa vie est déjà bien remplie. Il va de façon sporadique faire du buzz et troller l'administration américaine quand ils repéreront des gabegies financières. Nul doute qu'ils vont en repérer une par jour. Et donc, il fera régulièrement des tweets pour dénoncer des gabegies financières. Souvenez-vous, il y a un mois, on dénonçait le fait que l'éducation nationale achetait 40 € une ampoule. C'est le même genre de choses. L'administration américaine au niveau des États-Unis regorge de ce genre de choses aussi. Il n'y a pas de raison. Donc ils vont régulièrement dénoncer ce genre de choses. De temps en temps, ça provoquera un véritable émoi, un buzz intersidéral qui fera que la pression sera tellement forte que l'administration américaine sera obligée de se plier à une réduction de coûts, que ça lui plaise ou pas. Mais ça représentera jamais un tiers des budgets américains. C'est un phénomène qui pourrait se produire en France, imaginons. C'est de la science-fiction, culturellement on pourrait arriver. On l'a vu avec cette histoire d'ampoule, où effectivement le scandale a été tel que l'éducation nationale a été obligée, alors pas de se réformer, il faut pas déconner, on n'en est pas là en France, mais en tout cas d'entendre l'émoi que ça suscitait parmi la population, de voir que ces impôts payaient des ampoules qui autrement sur Amazon coûtaient 2 € et qui étaient achetées 40 € par l'éducation nationale, avec très certainement des gens qui s'engraissent au milieu de tout ça. Donc en fait, on va avoir un gouvernement qui fait son autocritique en permanence et qui va s'astreindre quelque part à une hygiène économique au quotidien. Le gouvernement va pas faire son autocritique, il va autocritiquer son administration. Le gouvernement, il est censé diriger l'administration. Il est plutôt solidaire de son administration. Non. Ça, c'est une habitude qu'on a pris. Il n'est pas censé être solidaire de son administration. Son administration est censée être au service de son gouvernement. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc il y a une sorte de médiateur en fait pour. Donc là, ils vont inverser le rapport de force entre une administration et un gouvernement. Ils vont faire une purge violente dans cette administration, parce que cette administration, effectivement, tout laisse croire qu'elle a comploté pour essayer de réduire au silence les républicains et particulièrement Donald Trump. Donc il va y avoir une purge d'une violence inouïe, beaucoup de gens vont se retrouver à la porte.
Il va y avoir des révélations parce que ça va donner lieu à des auditions parlementaires, des procès dans tous les sens. Le premier amendement, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de fondamental, plus important que la Bible aux États-Unis. Tout ça va donner lieu à énormément de révélations. Pas évident que la presse française les suive parce qu'elles seront très très gênantes, mais il y aura un minimum de presse qui suivra ces révélations, qui tiendra le public au courant. Alors justement, pour conclure, 30 secondes, Fabrice Epelboin, parce que je sais que vous êtes très disserte sur ce sujet, 30 secondes, l'impact imminent, notamment au niveau de nos médias en France, suite à cette élection. Une épreuve du feu qui va consister à relayer ou bâcher le jour où, typiquement, la purge va commencer, les raisons de la purge. Il y aura une purge, il n'y a aucun doute, mais est-ce que les médias français nous expliqueront les raisons de la purge? Il y aura forcément quelques médias qui le feront, et là, il y aura un clivage entre ceux qui continueront à se contenter de dire que tout ça, c'est des fachos et c'est des méchants, et ceux qui commenceront à nous expliquer les raisons de ce bouleversement qui est en train de se passer sous nos yeux aux États-Unis. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin. On suivra l'actualité avec vous. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et entrepreneur. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.